après avoir vu ce qui se passait un peu dans la famille, avoir vu que dans la famille, il ne fallait pas forcément traiter les enfants comme des élèves, on va voir maintenant comment on traite les élèves. Et donc, je suis ravi d'accueillir Philippe Claus, donc, qui est inspecteur général honoraire de l'Éducation nationale, et qui va nous parler de ce qui se passe à l'école. Merci, et j'espère quand même de ne jamais oublier que les élèves sont des enfants et qu'il n'y a peut-être pas le grand fossé qu'on imagine quelquefois. Alors je suis inspecteur général, je suis un ancien prof d'abord, et honoraire, donc très certainement je partage un peu de responsabilité d'une éducation alimentaire qui ne s'est pas toujours très bien faite, comme la plupart des gens de mon âge, moi comme enseignant, puis comme cadre, jusqu'au cadre supérieur de l'éducation nationale. Manifestement, on n'a pas, les statistiques que vous nous avez présentées nous montrent qu'on n'a pas tout à fait réussi à faire une très bonne éducation alimentaire, au moins du côté de l'éducation nationale. Non, là, je suis allé un peu trop vite, je crois. Non, c'est bon. Non, je préfère les petites flèches. Vous voyez, ça c'est mon âge. Moi, les petits gadgets, je préfère appuyer sur une flèche. Alors, je vais une introduction un tout petit peu longue, simplement pour fixer les choses. Nous pouvons percevoir à l'intérieur de l'éducation nationale, et quand je dis nous, c'est le terrain, c'est-à-dire les vrais acteurs, les enseignants, comme vivant véritablement des injonctions paradoxales. À un moment donné, quand vous êtes enseignant, vous êtes bombardé par un tas d'injonctions, et pour réussir une véritable éducation, c'est-à-dire dépasser l'instruction, il faut que tout ça prenne un sens. Tout ça prenne un sens. Et les injonctions que je trouve paradoxales, c'est qu'aujourd'hui, pour un ministre, les ministres successifs depuis 25 ans, on dit à ces ministres que nos élèves, nos enfants réussissent mal par les tests qu'on leur fait passer à l'intérieur du pays, par les tests internationaux. Vous avez vu encore il y a peu de temps Pearls, où on est l'avant-dernier pays européen. Je crois qu'il y a juste mal derrière nous. Enfin bon, et quand vous êtes ministre, c'est pas facile à recevoir. C'est pas facile quand vous êtes le plus grand dépensier de l'État. Le plus grand dépensier de l'État pour un résultat qui est médiocre. Donc très clairement, le ministre n'a pas d'autre choix que de dire il faut que la scolarité obligatoire, d'abord l'école primaire, surtout l'école primaire, maintenant toute la scolarité obligatoire, se préoccupe d'abord de la maîtrise des fondamentaux. Et les fondamentaux sont souvent résumés de la formule de Ferry, pas Luc, Jules, de la fin du XIXe siècle, lire, écrire, compter. Et c'est vrai quand même que lire, comprendre ce qu'on lit, et avoir des outils fondamentaux de mathématiques est le seul moyen d'accéder à autre chose. Mais en même temps, nous sommes dans une société qui balance, et je ne peux pas trouver d'autres termes, sur l'école, des tas d'autres choses sans arrêt. Quand vous êtes enseignant, vous avez la semaine, bien sûr, du goût, mais vous avez aussi le concours de maths machin. Toutes les semaines, il y a autre chose. Et à un moment donné, qu'est-ce que je fais, moi, enseignant ? Je me réfugie en plus dans ce que j'ai appris à faire en formation, c'est-à-dire quand même d'abord la lecture, l'écriture et le comptage. Et je deviens autiste à tout le reste. C'est-à-dire que pour moi, il ne peut y avoir qu'une seule réponse de l'éducation nationale, c'est que la question alimentaire ne peut être que quelque chose qui s'inscrit comme une compétence transversale aux enseignements au sens le plus large possible. C'est quand on arrivera à prouver que l'un ne va pas contre l'autre, mais que l'un est porté par l'autre, qu'on pourra progresser un petit peu. Mais là, il faut, je vais déjà vers ma conclusion, il faudra aider les enseignants. Ça n'ira pas tout seul. Ça ne peut pas aller tout seul. Alors, malgré tout, quel est le rôle de l'État éducateur ?
nous sommes en France, hein, nous ne sommes pas dans un autre pays de l'OCDE, on est pratiquement le seul pays qui fonctionne comme ça. L'État a un rôle d'éducateur majeur depuis Ferry, hein. Depuis Jules Ferry, et depuis même avant, depuis le milieu du 19e siècle, même depuis Napoléon Ier, hein, je suis historien de métier, on pourrait y rester toute la matinée, l'État a un rôle éducateur majeur. Et aujourd'hui, ce rôle éducateur se traduit par beaucoup de choses. Alors, le recrutement des enseignants, mais ça, c'est pas très grave pour le moment, mais il se traduit d'abord par la définition de programme. Ce qu'on enseigne en France est défini par l'État. Principalement et depuis le 19e siècle. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, ils s'en foutent beaucoup. Et je ne suis pas en train de dire que c'est un bien ou un mal. Je constate simplement que dans notre pays, ce qui s'enseigne est défini par l'État, et chaque fois qu'un ministre lance un processus d'écriture de programme, vous remuez ciel et terre, la foule, tout le monde est concerné, depuis ma boulangère jusqu'à l'inspection générale. Je peux vous dire, j'ai contribué à l'écriture des programmes depuis 1985. Bon. oui, voilà. Mais quand même, c'est une fonction régalienne majeure, et bien sûr, l'État organise l'enseignement et la pédagogie. Je mets bien une nuance, elle l'organise. Elle définit les programmes, elle définit les examens, tout ça, et elle organise la pédagogie, parce que l'État ne définit pas la pédagogie. L'État propose, le ministère propose. Il y a dans plusieurs lois successives, il y a un terme, c'est la liberté pédagogique. C'est l'enseignant qui définit la manière dont il va enseigner. Les objectifs lui sont fixés par l'État, mais c'est lui qui définit. Alors je vais vous parler ce matin des textes les plus récents, justement pour faire l'effort de ne pas jouer à l'historien de l'éducation. C'est-à-dire, j'ai pris les derniers textes, la loi d'orientation de 2013, qui est toujours, pour le moment, notre loi d'orientation, la nouvelle définition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui suit la loi d'orientation, mars 2015, les programmes pour l'école maternelle, mai 2015, les programmes pour l'école élémentaire et le collège, novembre 2015, et un des 5 parcours, un parcours éducatif de santé, circulaire de 2016. Alors, quand je parle d'éducation, parcours éducatif de santé, je ne vais pas le répéter à chaque fois, dans les textes, notre sujet d'aujourd'hui fait partie explicitement d'un parcours éducatif de santé. Ça ne veut pas dire que ce ne soit qu'un parcours éducatif de santé, mais c'est un des endroits où c'est écrit noir sur blanc. Alors, je vais aller assez vite. Qu'est-ce que je retiens? Alors que retenir, c'est un peu prétentieux. Qu'est-ce que moi je retiens? Je me mouille de ces textes officiels par rapport à notre sujet. Déjà, une chose essentielle, en termes de droit quand même, il y a une hiérarchie des textes. Le texte majeur, c'est la loi. Et dans la loi, l'école a comme finalité de faire la promotion de la santé. Et ça ne date pas de Ferry. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus récent, qui a été reconfirmé, qui était dans la loi d'orientation précédente, qui a été reconfirmé dans la loi d'orientation de 2013. Dans le premier chapitre de la loi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est quand même... J'allais dire que tout fonctionnaire qui est enseignant, cadre, inspecteur, chef d'établissement devrait se souvenir que c'est une fonction essentielle de l'école qui est mise au même plan que, et j'en parle volontiers dès maintenant, que l'éducation à la citoyenneté. Parce que nous sommes sur des registres qui sont très très proches. On fabrique progressivement un adulte responsable par une éducation à la santé et par une éducation à la citoyenneté. C'est pas neutre que ce soit dès le début de la loi et explicitement dès le début de la loi. Et puis, deuxième texte relativement nouveau dans l'histoire de l'éducation, la première version d'un socle était 2005, la deuxième version est de la mandature précédente. J'insiste un peu sur un socle parce que depuis 2005, c'est la première fois en France où on a le courage de définir non pas ce qu'un prof doit enseigner,
ça on sait faire, mais d'essayer de définir ce qu'un élève doit maîtriser. Et ça, on ne l'avait jamais fait en France. On n'avait jamais défini par la maîtrise par les élèves. Alors nos évaluateurs, l'ADEP, mesuraient à chaque fois l'écart entre les programmes et ce que savaient les élèves. Et en réaction à ça, un socle commun a été défini. C'est-à-dire non pas un savoir minimum, mais le savoir que toute une classe d'âge devrait partager. Et il est défini à la fin de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire véritablement au moment où nous nous intéressons à ces questions. Et ce socle est intéressant parce qu'il n'est pas défini en termes de discipline d'enseignement, il est défini en termes de grands domaines qui essayent d'être définis en termes de compétences. Et c'est le débat un peu de ce matin. Est-ce qu'il faut abandonner les connaissances? Bien sûr que non. Mais est-ce que les connaissances servent à quelque chose en dehors des compétences? Non, non. Non, vous pouvez faire apprendre par cœur la grammaire française de Grévis à un enfant. Ça ne vous garantit pas qu'il sache écrire sans faute d'orthographe, sans faute de syntaxe, sans faute de grammaire. Ce qui intéresse aujourd'hui l'élève, c'est la compétence qu'il a de savoir écrire et d'être responsable progressivement d'un comportement alimentaire lui permettant de se développer harmonieusement. Et on retrouve nos billes à l'éducation nationale, parce qu'un enfant qui a une alimentation équilibrée a des chances de ne pas être pénalisé dans ses apprentissages par rapport à un autre enfant. Donc un socle commun, et les domaines, on peut retrouver toutes les dimensions d'une éducation, vous l'appelez comme vous voulez, à une forme d'alimentation dans ces domaines. Des langages, un enfant s'exprime, va recevoir des langages, va s'exprimer par des langages, la langue française, des langues étrangères, et enfin, on peut tout imaginer. La formation de la personne et du citoyen, nous sommes au cœur de la question, mais aussi les systèmes naturels et techniques, les représentations du monde de l'activité humaine. On n'est quand même pas loin d'une maison qui s'occupe aussi un peu d'agriculture ici. Ce n'est pas complètement disjoint des questions d'alimentation. Donc, le socle peut beaucoup nous soutenir dans ce travail. Et puis ensuite, les programmes. Alors, pour une fois, les programmes ont été définis en cohérence avec le socle. C'est-à-dire qu'en principe, la feuille de route des enseignants devrait les amener à enseigner de telle manière que les élèves maîtrisent ce qui est indispensable pour eux. Et deux niveaux qui nous intéressent aujourd'hui, deux grands niveaux, si vous voulez. En France, l'école maternelle ne fait pas partie de la scolarité obligatoire. Donc il y a l'école maternelle, mais qui scolarise quand même 98% des enfants, donc on n'est pas loin du 100%, et l'école élémentaire et le collège. Or, dans les programmes actuels de l'école maternelle, la question de l'alimentation peut parfaitement figurer dans trois des grands ensembles. D'abord, le langage toujours, les activités physiques et l'exploration du monde. Il n'y a absolument pas besoin de chercher de grands écarts à faire. C'est vraiment présent dans ces textes officiels. Et au cours de la scolarité obligatoire, bon, je n'ai pas besoin de développer, vous savez très bien que de nombreuses disciplines peuvent contribuer à une éducation alimentaire. Traditionnellement, les sciences de la vie et de la terre, les SVT, très traditionnellement, parce que vous avez la chaîne alimentaire, vous avez la digestion qui fait partie des programmes de la scolarité obligatoire. Donc, avec l'âge, on commence à pouvoir donner du sens, mais pas directement à table, là, dans l'enseignement. Puis vous avez l'éducation physique et sportive, bien sûr, qui est explicitement et dans les disciplines obligatoires de l'école parce qu'elle contribue à une éducation à la santé. Je veux dire, l'éducation physique et sportive, ce n'est pas une pratique sportive, c'est plus qu'une pratique sportive. La pratique sportive se traduit par, progressivement, une prise de conscience que cela contribue à une éducation à la santé, mais aussi l'histoire, ne serait-ce qu'à un moment donné, pour plonger dans l'évolution des modes alimentaires, la géographie sur l'agriculture, le développement durable, mais
ce matin, il en a déjà été question, ça m'a fait très plaisir, la littérature, les albums des enfants qui parlent, qui montrent des aliments, c'est une manière d'y entrer que l'école peut parfaitement faire dans le cadre très strict du respect de ces programmes. Et de la même manière, l'enseignement moral et civique, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu. Dernier texte, le parcours éducatif de santé. Je mets l'accent dessus parce qu'il vient compléter le reste, même si c'est un niveau réglementaire plus faible, ce n'est qu'une circulaire, mais qui complète bien le reste parce que ça encadre. Et pour une fois, ça donne, on dépasse simplement la définition de compétences ou de connaissances pour aller un tout petit peu sur des démarches. Et pour aller vers ces démarches, il y a 4 points qu'il faut bien avoir en tête, et là, ça nous concerne tous ici. Ça nous concerne tous. Pour que ça ait un sens, il faut d'abord un ancrage dans les pratiques pédagogiques et les enseignements. Si ça n'a pas de sens dans l'école, il ne se fera rien. C'est très clair. Il faut ensuite mobiliser tous les acteurs. Tous les acteurs. Ce n'est pas que le prof. Arrêtez de taper dessus. Il ne sait pas que le prof. S'il n'y a pas effectivement les cadres, les inspecteurs, les personnels administratifs, les chefs d'établissement, les personnels de santé qui sont là quand même, et les partenaires, j'ai mis associatifs, tous vous, les partenaires extérieurs de l'école qui sont invités à participer, mon voisin de tout à l'heure, comme l'université, pour rendre accessibles des éléments de recherche. C'était passionnant ce matin. Moi, ce diaporama devrait figurer aussi dans la trousse d'un prof des écoles. Ce serait aussi possible de combien sont vraiment informés de vos recherches. C'est une de nos difficultés en France, de faire le pont entre la recherche et l'école. Donc, mobilisation de tous les acteurs. Et un point qui me tient très à cœur et qui est dans cette circulaire, c'est une progressivité tout au long de la scolarité obligatoire. Il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur quelque chose qui démarre à l'école maternelle avec des gamins de 3 ans et qui se termine quand même avec des ados de 15 ans. Et si on n'arrive pas à travailler sur quelque chose de progressif, soit il ne se passera rien pendant des années, soit au contraire, on va répéter la même chose à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Et ça, le vieil inspecteur général que je suis là l'a vu, hein, c'est horrible. Enfin, si vous voulez dégoûter un enfant élève de ce qui se passe en classe, c'est de lui ramener la même chose, le même menu, pendant 3 années de suite. Là, vous êtes sûr de passer à côté de la plaque. Et là, ça suppose la mise en œuvre d'une démarche de projet, au sein de la classe et d'une démarche de projet au sein de toute la scolarité obligatoire. Alors, dernier ensemble, avant ma conclusion, qui pourrait être très longue, cet ensemble-là, mais là, je laisserai pour des questions s'il y en a. La question des démarches. Hein. Je vous rappelle que là, nous ne sommes pas dans l'obligation réglementaire. Nous invitons les enseignants à utiliser des démarches adaptées à l'objectif de leur enseignement. Je veux dire par là que pour un enfant de l'école élémentaire, on n'enseigne pas les mathématiques de la même manière qu'on éduque à la santé, qu'on éduque à un équilibre alimentaire, qu'on fait une éducation. Je veux dire, à un moment donné, je suis désolé, il y a des règles mathématiques qu'il faut bien inculquer avant de les démontrer 5, 6, 7, 8, 10 ans après. C'est-à-dire, vous ne commencez pas par démontrer le mécanisme fondamental derrière une opération. Les 4 opérations, il faut que les enfants les manipulent sans véritablement les comprendre. Par contre, une démarche éducative ne peut pas se satisfaire de ça. Et il vaudrait mieux proscrire les méthodes d'inculcation ou les méthodes impositives sur toutes les formes d'éducation. L'éducation alimentaire, comme toutes les formes d'éducation A. Il y a là quelque chose il vaudrait mieux que ce soit
que la fin et les moyens soient congruents. Je ne crois pas qu'on puisse éduquer à des choix éclairés, des jugements critiques, par l'inculcation, l'imposition. Ça, l'histoire de l'éducation et les sciences de l'éducation nous montrent que ça ne marche absolument pas. J'aurais aussi pu vous dire que vous pouvez apprendre par cœur des règles de vivre en société, les maîtriser parfaitement et être dans la classe et en dehors de la classe le salopard le plus total qui soit. Je ne rappellerai pas un régime que la France a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les cadres du régime connaissaient parfaitement les règles du vivre en société. On peut les connaître sans les appliquer. Or, notre objectif pour une éducation, c'est de connaître pour appliquer. Parce que connaître sans appliquer en éducation, ça ne sert pas à grand-chose. Et de ce point de vue, les programmes, les ensembles des programmes des années 2015-2016 proposent dans un enseignement des démarches qui me semblent véritablement pouvoir être utilisées au-delà pour une éducation à l'alimentation. C'est ce qui est proposé dans le cadre, ce n'est pas surprenant, de l'enseignement moral et civique, qui est pratiqué aussi d'ailleurs en sciences, qui peut être pratiqué en histoire et en géographie. Alors là, simplement, je vous livre, sans entrer dans les détails, les cinq méthodes qui sont proposées dans les programmes d'éducation morale et civique. Clarification et hiérarchisation des valeurs, les dilemmes moraux. Le bien et le mal, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Donc on peut discuter autour de dilemmes moraux et des questions liées à l'éducation alimentaire, pas à la consommation, on en reparlera, mais à une éducation alimentaire, peuvent se traduire par des dilemmes moraux très très facilement. La pédagogie de la coopération, on n'inculque pas, les élèves coopèrent à une démarche éducative, ils participent à une démarche éducative, et je vais même jusqu'à la discussion à visée philosophique. Ce qui me permettra juste d'en parler un tout petit peu avant de conclure. Alors la discussion à visée philosophique, c'est une démarche qui a été mise en point, pas chez nous, je suis désolé, chez nos voisins, chez la 31e Académie, la Belgique francophone, par une philosophe, Claudine Leleu, tout simplement parce que la question se posait dans un pays où la laïcité ne fait pas partie de la Constitution, la question se posait des enseignements moraux en Belgique, et ils ont, de ce point de vue, 40 ans d'expérience de plus que nous, tout simplement. Et cette démarche qui peut porter sur des tas d'objets, d'éducation, d'histoire, de sciences même, est simplement une démarche qui permet à l'élève de participer à l'élaboration de quelque chose qui ne va pas de soi. Alors, on part d'un album, d'une documentation scientifique, d'une situation de classe, d'un conte, d'une fable, d'une citation, pour susciter un questionnement. Alors moi, j'en ai vécu un encore il n'y a pas très longtemps. Je ne vais pas vous le raconter ici quand même très très brièvement. Ce n'est pas de l'éducation alimentaire. C'est tout simplement des questions d'une grande banalité de la vie de classe. On dit aux enseignants de s'occuper plus des élèves un peu plus fragiles que de ceux qui marchent bien. D'ailleurs, ce matin, vous avez dit très bien que les questions de l'éducation alimentaire, elles portent plutôt sur ceux qui sont en risque d'obésité, etc. Il ne faut pas oublier quand même que 80% des gamins mangent plutôt pas trop mal et vivent plutôt pas trop mal. En classe, c'est pareil. En classe, c'est pareil. Il y a 15% des élèves qui posent vraiment des problèmes, et on demande aux enseignants de leur consacrer plus de temps. Mais la petite Marie à côté peut dire à sa maîtresse « Oui, mais d'accord, c'est pas juste du tout. C'est complètement pas juste. Pourquoi tu passes du temps avec le petit Paul, beaucoup plus de temps qu'avec moi? C'est pas égal. » Et donc, une discussion à visée philosophique peut porter sur égalité et équité. On peut l'imaginer, le transposer à une situation aussi du point de vue de l'éducation alimentaire. Et on
conduit les élèves à chercher des arguments, soit en eux, soit dans le cadre des différents enseignements, pour se construire ce qu'elle appelait une sagesse, la sagesse du jour. Alors, est-ce que dans cette situation, vaut mieux l'équité que l'égalité ? Alors elle a transposé, c'était un conte sénégalais, là je n'irai pas jusqu'à vous le raconter, et on va jusqu'à rédiger ce qui pourrait être une règle provisoire de la vie de la classe. Alors je résume simplement la discussion à visée philosophique parce qu'elle vous montre bien que nous sommes bien sur ces compétences totalement transversales, indispensables à la formation de l'élève, et qui est vraiment le rôle de l'école. Penser par soi-même, argumenter pour convaincre, problématiser, conceptualiser, être capable d'émettre des hypothèses, différencier connaissances et opinions, et là on est bien dans le sujet aussi, apprendre à écouter, respecter la pensée et la parole d'autrui, etc. Vous êtes véritablement dans une démarche qui pourrait avoir des objets propres à notre matinée de travail. Je vais conclure. Je vais conclure d'abord ce qui est classique chez nous, oui, mais il faut former les enseignants. Alors on ne le fera pas, nous. Enfin, je veux dire, on ne peut pas. On n'a pas les compétences internes à l'éducation nationale pour assurer ça. On a aussi besoin de vous. Je veux dire, il ne faut pas inventer. Enfin, ce que j'ai entendu ce matin au niveau de la recherche, il faut bien, à un moment donné, la mettre à portée et à disposition des enseignants. Mais aussi expliquer. Et je voudrais terminer sur une note de modestie. Je voudrais simplement vous rappeler que le temps de classe, c'est 24 heures par semaine, 36 semaines par an. C'est-à-dire que c'est quand même pas grand-chose pour tout ce qu'on essaye de transmettre. Donc là, il faut vraiment que vous nous aidiez à montrer les cohérences, les convergences de tout ça et nous aider à passer d'expérimentation extraordinaire, parce qu'on voit des choses merveilleuses, à quelque chose d'un peu plus généralisé, parce que la mission d'un service public, c'est de l'offrir à tous les élèves. Et là, on en est quand même encore assez loin. Merci. Merci beaucoup, Philippe Claus. Comme tout à l'heure, je vous propose qu'on prenne les questions après l'exposé de Nathalie Politzer, qui, elle, va nous parler d'éducation aussi, bien sûr, parce que c'est le thème de la matinée. Donc, apprendre à goûter, apprendre à exprimer ce qu'on ressent quand on goûte, mettre des mots sur les sensations. Je pense que ça fait partie aussi des apprentissages fondamentaux. Et puis, je crois, va faire le lien entre l'école, où, comme vous venez de le rappeler, les enfants ne passent qu'une petite partie de leur temps, et puis la famille, où ils passent sans doute bien plus de temps, pour faire en sorte que ces éducations passent d'un endroit à l'autre, dans tous les sens même, je pense. Merci. Alors, Nathalie Politzer, je suis en charge des projets de l'Institut du goût, qui est une association loi 1901 fondée par Patrick MacLeod et Jacques Puiset. Et mon intervention va être très complémentaire de celle de Philippe Claus, puisque maintenant nous allons nous intéresser à la mise en œuvre pratique de l'éducation au goût dans les classes. Et nous allons également envisager la complémentarité avec le contexte familial. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je pense qu'il convient vraiment de clarifier un certain nombre de définitions. D'où cette diapositive, l'éducation au goût, on peut dire aussi éducation sensorielle, c'est synonyme. L'éducation au goût, qu'est-ce que c'est ? Alors finalement, si on voulait résumer d'une phrase ce qu'est l'éducation au goût, je vous dirais que c'est vraiment une découverte de soi à travers les sensations qui sont procurées par les aliments et les boissons. Et finalement, apprendre à goûter, c'est apprendre à porter une attention beaucoup plus soutenue à toutes ces perceptions sensorielles, apprendre à mieux connaître son profil sensoriel de dégustateur, par exemple, à quelles saveurs je suis particulièrement sensible, à quelles odeurs, à quels arômes je suis particulièrement sensible. Vous apprenez également
à découvrir les spécificités de vos outils sensoriels. Et de ce fait, vous apprenez vraiment à mieux les exploiter, à mieux en tirer parti. Et puis, effectivement, vous apprenez à poser des mots précis et variés sur vos perceptions sensorielles. Vous apprenez à dépasser la réponse hédonique « j'aime, je n'aime pas ». Et en accompagnant toutes ces découvertes sensorielles et ces dégustations, vous apprenez à vous positionner par rapport aux autres. Vraiment, c'est une pédagogie, l'éducation au goût, qui est très centrée sur l'individu. Et quand on s'intéresse à l'individu, on ne peut pas manquer de découvrir l'ampleur des différences interindividuelles dans la dégustation. Voilà, donc en résumé, c'est une pédagogie qui est basée sur les perceptions sensorielles du mangeur, qui est respectueuse des différences interindividuelles, et c'est une pédagogie qui est complètement basée sur l'expérience. L'expérience est vraiment l'expérience personnelle de la dégustation est vraiment incontournable. De ce fait, vous voyez que l'éducation au goût est vraiment différente de l'éducation nutritionnelle, qui est quand même beaucoup plus axée sur des apprentissages cognitifs. Et puis, l'éducation au goût est différente de l'éducation alimentaire qui avait été définie en 2007. À l'époque, c'était l'Institut français pour la nutrition, avant SAMU en FFAS. Donc, l'éducation alimentaire qui est l'ensemble des processus éducatifs basés sur la connaissance de l'aliment et qui permet la transmission de savoir-faire alimentaire implicite et explicite des groupes sociaux auxquels appartient l'individu. Ce sont des définitions qui sont toujours assez actuelles, d'ailleurs. Alors, j'ai rajouté une autre diapositive pour dire qu'est-ce que ce n'est pas l'éducation au goût. Ça m'a paru intéressant parce que quand j'anime des formations ou quand je participe à des réunions avec des parents d'élèves pour présenter par exemple les classes du goût, j'entends beaucoup d'idées reçues, d'idées fausses sur l'éducation au goût. Donc là, je vous ai fait un petit florilège de ce que n'est pas l'éducation au goût. Donc ce que j'entends très souvent, c'est que finalement l'éducation au goût, c'est quelque chose d'élitiste, qui serait réservé soit au milieu de la gastronomie, de l'épicerie fine, des professionnels de l'alimentation, alors que justement on travaille beaucoup pour que chacun apprenne à mieux utiliser ses capacités sensorielles. Tout le monde a des sens et tout le monde peut apprendre à mieux s'en servir. Et comme disait Jacques Puiset, on peut faire de la gastronomie avec un morceau de pain. Donc il n'est pas question d'avoir une démarche élitiste, pas du tout. Deuxième point qui apparaît assez souvent, c'est que les parents me disent « Ah ben, c'est très bien que vous veniez dans les classes parce que vous allez apprendre à nos enfants qu'est-ce qui est bien à manger, comment on va bien manger. » Et là, on est vraiment à l'opposé d'une démarche normative quand on fait de l'éducation au goût. On ne dit jamais qu'est-ce qu'on doit percevoir quand on déguste un aliment. On est vraiment... L'enseignant a pour mission d'accompagner l'enfant dans ses découvertes sensorielles, mais il n'est pas du tout là pour donner un code du bien manger, ni du goût juste ou du bon goût. Enfin, ce que j'entends souvent dans les formations, c'est que oui, tout ça c'est très bien, mais nous on n'a pas assez de temps pour mettre en place de l'éducation au goût, c'est vraiment trop chronophage d'organiser des ateliers, etc. Et je pense finalement que l'éducation au goût, et notamment dans les familles, c'est plus un état d'esprit finalement, c'est plus amener chacun à faire très attention à ses sensations au moment où on mange, plutôt que quelque chose qui serait très chronophage. Par exemple, Jacques Puiset, qui a fêté ses 90 ans là, cette année, à chaque repas, il va flairer ses aliments avant de les déguster. Il va comparer les odeurs et les arômes du plat. On peut aussi comparer la sensibilité tactile des doigts et de la bouche pour bien évaluer la texture. Donc tout ça, finalement, c'est plus un état d'esprit qu'une pratique qui prendrait énormément de temps. Ces clarifications étant faites, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de l'éducation au goût en France, l'histoire des classes du goût, et puis ensuite on fera le pont avec les familles. Donc l'éducation au goût en France a déjà une longue histoire, vous voyez, puisque Jacques Puiset, qui était vraiment visionnaire, dès 1974, commence à s'intéresser à l'éducation au goût. Il observe que le comportement alimentaire des consommateurs, et notamment des jeunes consommateurs, commence à changer, qu'il y a un éloignement entre les lieux de consommation et les lieux de production. Et il lance en 1974 ce premier programme d'éducation au goût dans les écoles, sous forme de 10 leçons animées par l'enseignant.
Et donc tout ça, ça a été fait à partir de beaucoup d'intuitions très justes, d'une démarche empirique. Il a été accompagné dans cette démarche par le psychologue Matti Kiva. Et donc en 1974, on a ces classes du goût qui voient le jour. J'ai mis 3 petits points de suspension parce qu'il y a de nombreux épisodes que je vais passer sous silence pour arriver à une période plus récente. Vous voyez 2010-2011, une période qui est encore assez marquée par les problèmes de surpoids et d'obésité chez les jeunes, par l'efficacité très 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 relative de l'éducation nutritionnelle auprès des enfants. Et donc le ministère de l'Agriculture, en 2010-2011, se ressaisit des classes du goût et intègre les classes du goût dans le PNA, le Programme national pour l'alimentation. Alors à ce moment-là, on choisit 6 régions pilotes pour remodeler le programme pédagogique des classes du goût et organiser une relance de ce programme pédagogique. Et à partir de 2011-2012, ce programme a été déployé dans toutes les régions de France, malheureusement sans aucune coordination nationale. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je suis absolument incapable de vous dire quel est le pourcentage de classes qui font des classes du goût. Je suppose qu'on est autour du 1%, mais je ne m'engage pas trop là-dessus. Vous voyez qu'il y a aussi un certain nombre d'outils pédagogiques qui ont été développés depuis le premier livre de Jacques Puiset, Le goût chez l'enfant. Certains ne sont plus du tout disponibles, mais vous avez quand même les programmes de 2011 pour les enseignants du primaire, 2014 pour la maternelle, donc effectivement il y a une continuité dans les apprentissages. Si on regarde de plus près ces apprentissages, justement, je vous ai remis un peu les 2 outils pédagogiques qui font référence. Donc, vous avez à gauche le CD-ROM, qui est un outil de formation pour les enseignants, Le goût et les 5 sens, qui est paru en 2002. Donc, l'Institut du goût et Nathalie Rigal ont participé à la conception de cet outil, édité par Odile Jacob Multimédia et le CEREN. Et puis à droite, vous avez le guide méthodologique de l'enseignant qui a été diffusé par le ministère de l'Agriculture. Vous voyez beaucoup de points communs entre ces 2 programmes. Jacques Puiset aime bien dire qu'avant de recevoir un beau livre, il faut apprendre à lire. Donc vous voyez que les premiers apprentissages, c'est vraiment de l'éveil sensoriel. On apprend à mieux utiliser ses capacités sensorielles. Et vous voyez que dans les 2 cas, la première séance concerne les 5 sens dans la dégustation, puisque effectivement, la dégustation, c'est quelque chose de complètement multisensoriel. Et ensuite, on va avoir une approche un petit peu plus analytique, mais sans oublier de faire des allers-retours entre le tout et ses parties. Okay. Les fins de programme concernent davantage le contenu de l'assiette. Une fois qu'on a appris à utiliser ses sens, on est plus à même de savoir bien déguster les spécialités régionales ou alors son patrimoine alimentaire. Et puis, comme le disait Philippe Claus, les enseignants sont ravis de faire des liens avec de multiples disciplines qu'il a citées tout à l'heure. Alors, cette approche des classes du goût, même si elle a un peu plus de 40 ans, elle est extrêmement intéressante, elle est vraiment passionnante parce qu'il faut sans cesse la remettre à jour. D'abord la remettre à jour avec des contenus scientifiques actuels, et c'est vrai que les sciences du goût progressent à toute allure, donc on se doit absolument de répercuter toutes ces notions récentes dans notre pédagogie. Par exemple, sur le sujet des différences interindividuelles, on parlait des différences de perception de l'amertume, par exemple. Eh bien, grâce au progrès du génie génétique, de la biologie moléculaire, on connaît beaucoup mieux le fonctionnement des récepteurs gustatifs. On explique beaucoup mieux les différences interindividuelles. Donc tout ça, il faut le retransmettre dans ces approches pédagogiques. Du côté de l'imagerie cérébrale, on comprend beaucoup mieux comment fusionnent toutes les informations qui sont issues des différentes entrées sensorielles. Donc c'est intéressant justement dans notre pédagogie de ne jamais avoir une approche trop analytique et de raisonner vraiment en termes d'approche multisensorielle. Et puis enfin, comme vous avez pu l'entendre ce matin, on a beaucoup d'études sur le comportement alimentaire de l'enfant, notamment sur la néophobie alimentaire, et tout ça également, il faut l'intégrer dans le contenu pédagogique des classes du goût. Autre volet vraiment passionnant, l'évolution des approches pédagogiques. Donc là, avec les classes du goût, on n'est pas dans une pédagogie traditionnelle, on est un petit peu dans cette famille de pédagogie alternative, Freinet, Montessori, etc. Et c'est toujours intéressant
de travailler étroitement en collaboration avec les enseignants, d'être vraiment complice avec les enseignants pour faire évoluer l'approche pédagogique vers des approches toujours plus participatives. Alors moi j'ai fait pas mal de formations d'enseignants et ce qui est intéressant, très très intéressant, c'est la posture de l'enseignant pendant les classes du goût. L'enseignant vraiment a pour mission de mettre en confiance l'enfant pour que chacun puisse exprimer son propre ressenti. Une des premières choses à expliquer, c'est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, donc on sort complètement d'une logique normative. Et tout ça, ça se travaille énormément avec les enseignants. C'est vraiment un petit laboratoire sur le terrain, ces classes du goût. Moi, le mois dernier encore, j'étais dans une classe avec un enseignant qui était très intéressé par cette thématique. Et on a essayé d'innover dans nos approches pédagogiques, de créer des parcours d'expérience où les enfants peuvent se déplacer dans la classe d'une expérience sensorielle à une autre. Rien que ça, rien que le fait de donner une liberté de déplacement et de mouvement, ça crée encore un autre contexte d'apprentissage, une autre dynamique qui est extrêmement intéressante. Et on voit que les enfants ne se saisissent pas de la même façon des apprentissages. Le fait d'ajouter aussi une phase réflexive, bon, chez les plus grands, j'étais en CM2 là, c'est très intéressant après la discussion, la mise en commun, de revenir à une expression individuelle et de se dire qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi-même. Donc une approche réflexive intéressante. Donc il y a un millier de choses à faire encore sur ces classes du goût, même si c'est une démarche qui existe depuis très longtemps. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte aux enfants, les classes du goût? Alors là, je vais vous parler d'un programme de recherche qui a été mené au Centre du goût de Dijon entre 2005 et 2009, un programme qui s'appelle EduSens. Alors pour faire très très court, vraiment en résumé, on a essayé d'évaluer l'effet de l'éducation au goût, notamment des classes du goût, sur le comportement et les préférences alimentaires des enfants. Et ici, je vous montre d'abord les résultats de mesures qui se sont déroulées au laboratoire. J'insiste bien sur le laboratoire parce que là, vraiment, le contexte est très différent de ce qui peut se passer pendant un vrai repas. Donc, on a essentiellement mesuré 2 effets des classes du goût. Un effet sur le vocabulaire sensoriel. Les enfants qui ont fait des classes du goût par rapport à un groupe témoin ont un vocabulaire évidemment beaucoup plus riche, beaucoup plus précis, beaucoup plus varié. Quand ils sont dans un box d'analyse sensorielle, en face d'un aliment ou d'une boisson avec un papier ou un crayon. Mais en fait, une étude complémentaire que nous avons menée pour le ministère de l'Agriculture en 2012 montre que cette acquisition de vocabulaire n'arrive pas jusqu'à la table familiale. Même si les enfants, après des classes du goût, ont beaucoup plus de vocabulaire, en fait, ils ne l'emportent pas vraiment à la maison. Et à la maison, ils utilisent toujours des mots vraiment très très simples et très basiques. Deuxième point très intéressant, c'est que cette éducation sensorielle a permis une diminution de la néophobie alimentaire dans le groupe éduqué. Malheureusement, comme vous voyez, quand on refait un point de mesure 9 mois après la fin des classes du goût, l'effet n'est pas persistant. Sans doute parce que ce programme n'est pas relayé à la maison par les parents qui n'ont aucun outil pratique pour faire de l'éducation au goût. Dans EduSens, nous avions également un volet sociologique avec Claude Wisner-Bourgeois de l'AgroParisTech qui avait mené des entretiens avec 26 parents d'enfants ayant fait les classes du goût. Et pour synthétiser les résultats, en fait, vous avez 3 types de changements perçus par les parents. Dans les 2 premières catégories, donc 7 familles sur 26 ou 11 familles sur 26, finalement, il y a peu de changements notés par les parents à la fin des classes du goût. Ou alors il y a des changements uniquement cognitifs, c'est-à-dire essentiellement liés à la connaissance, au vocabulaire par exemple. L'enfant, après les classes du goût, va parler de texture, va parler d'astringence, va parler d'arômes, etc. Et c'est seulement dans le dernier groupe qu'on observe des changements à la fois cognitifs et comportementaux, dans 8 familles sur 26. Et là, les changements comportementaux, c'est davantage d'envie de participer à la cuisine, aux courses, davantage d'envie de goûter des aliments inconnus, etc. Voilà. Et alors, ce qui était un peu malheureux, c'est que finalement, quand on regarde les facteurs qui favorisent ou pas le développement de l'éducation au goût à la maison, on voit que dans les 8 familles sur 26,
eh bien, sont des enfants qui racontent beaucoup ce qu'ils ont fait à l'école, pour lesquels il y a une très bonne communication déjà entre les parents et l'enfant, et puis des parents qui sont prêts à changer un peu les habitudes alimentaires de la famille, alors que dans les 2 premiers cas de figure, soit on a des enfants un petit peu secrets qui ne racontent pas ce qu'ils ont fait à l'école, soit on a des parents qui sont sur des attitudes et des représentations très différentes de celles de l'éducation au goût et qui n'ont pas envie de changer leurs habitudes. Bon, voilà pourquoi je vous indique que le relais familial est vraiment essentiel. Et puis, c'est vrai que dans l'éducation au goût, il y a une grosse résistance au changement. Dans Éducens, on avait des enfants qui étaient en CM1, qui avaient 10 ans, qui mangeaient depuis 10 ans, qui avaient déjà forgé leurs habitudes alimentaires. Et donc, les faire changer à ce moment-là avec 10 à 12 séances d'éducation au goût, c'est sûr qu'il ne faut pas rêver. Alors justement, on en vient à la famille. Je vous parlais de l'importance du relais familial. Éducens a pointé vraiment du doigt l'importance du relais de l'éducation au goût en famille. Alors, tout récemment, là, en 2015, l'Institut du goût a effectué un petit recensement sur les outils pédagogiques qui sont disponibles pour les parents sur la tranche d'âge 8-11 ans. Et en fait, le recensement a été très très vite fait parce qu'il n'y avait rien en fait comme outil pédagogique pour faire un petit peu d'éducation au goût à la maison, dans le quotidien, pendant le temps des repas ou de la cuisine. Tout ce qu'on trouve, en fait, ce sont juste des livres de recettes, donc on n'est pas dans l'éducation au goût, ou des livres sur la nutrition, donc on n'est toujours pas dans l'éducation au goût. De ce fait, l'Institut du goût a lancé un projet qui s'appelle Goût en famille, qui a reçu le soutien de partenaires publics et privés, et qui vise à introduire petit à petit une touche de sensoriel dans le quotidien des familles. Donc il s'agit, c'est un objectif à la fois très simple mais très ambitieux, c'est-à-dire ramener l'attention des convives à table sur leur perception sensorielle, amener des échanges non normatifs sur ce discours de mangeur. Et l'effet attendu, effectivement, ça va être de développer la curiosité de l'enfant et d'élargir son répertoire alimentaire. Et puis on rejoint aussi des problématiques évoquées par Nathalie Rigal ce matin au niveau des rapports parents-enfants, des interactions parents-enfants. Et on a notamment très envie de travailler sur ces interactions parents-enfants pour limiter l'inquiétude des parents vis-à-vis de l'alimentation de leurs enfants. Et tout ça en donnant des clés de compréhension. Par exemple, quand on explique aux parents que finalement la néophobie fait partie du développement normal de l'enfant, ça a tendance déjà à calmer un petit peu tout le monde. Alors, pour conclure, un petit état des lieux très très bref sur l'éducation au goût des enfants en 2017. Alors, moi, je crois toujours beaucoup aux classes du goût. Je pense que c'est une approche pédagogique très originale et qui est encore loin d'avoir livré tout son potentiel. Ces classes apportent des bénéfices importants à l'enfant qui se construit. Et je pense qu'en classe, on peut énormément travailler sur l'expression individuelle et le langage. Ça intéresse beaucoup les enseignants. On peut travailler sur des compétences psychosociales comme la confiance en soi et puis comme l'écoute et le respect de l'autre. Et puis sur la curiosité au sens large. Mais effectivement, ça reste une approche très, très, très confidentielle. On identifie de nombreux freins au déploiement des classes du goût, notamment la formation des enseignants. On a de plus en plus de mal à libérer pour des formations. Il y a une certaine lourdeur logistique également, puisque on doit passer par l'expérience. Et donc, voilà, on a une certaine contrainte à la fois logistique et puis liée à l'hygiène, à la sécurité alimentaire. Mais je pense que la plus grosse contrainte est quand même liée à la formation des enseignants parce qu'on doit les sensibiliser sur beaucoup de sujets finalement, sur de la physiologie, de la psychologie, de la sociologie, de la pédagogie. Donc il faut avoir vraiment une approche très très pluridisciplinaire. Et puis enfin, je pense qu'il faut essayer de beaucoup plus faire connaître l'éducation au goût auprès du grand public, justement pour aller contre toutes les idées reçues que j'ai pu vous citer, et puis pour voilà, faire connaître davantage cette démarche. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Je crois qu'on a deux
deux approches là, qui sont très, très complémentaires. Je vous propose donc, à travers quelques questions, qu'on essaye de passer un peu de l'une à l'autre. Ce que je vois déjà, c'est que l'enseignant est vraiment le héros des temps modernes. Il faut qu'il arrive à tout faire. Et même quand il a déjà réussi à tout faire, ce que lui demandaient les programmes officiels, il va falloir qu'il en fasse encore un peu plus. Mais finalement, c'est quand même très, très important. Alors, j'avais une première question qui nous est venue de nos auditeurs via Internet, qui sont assez nombreux, si j'ai bien vu, 140 à peu près, sur l'organisation pratique justement de ces classes du goût par rapport aux contraintes de l'éducation nationale. Donc tu nous as dit 1% des classes, mais quand ça se met en place dans une classe, on est dans le primaire, donc c'est un enseignant. C'est quoi? C'est une fois de temps en temps? C'est une fois par semaine pendant un certain temps? Enfin, un peu plus concrètement, j'ai cru comprendre qu'il y avait un besoin de mieux voir comment ça se passait dans l'emploi du temps, tout simplement. Ouais. Alors, d'abord, première précision, c'est que ça peut être effectivement l'enseignant, à condition qu'il soit spécifiquement formé sur cette pédagogie, ou ça peut être un intervenant extérieur. C'est quand même la formule, à mon avis, qui revient aussi très, très fréquemment. Et c'est intéressant d'avoir un binôme entre un animateur qui est spécialiste de l'éducation sensorielle et l'enseignant, justement parce que l'enseignant va découvrir cette approche pédagogique, mais l'enseignant connaît très bien ses élèves. Et quand on arrive à avoir un binôme qui fonctionne, c'est super intéressant parce que justement l'enseignant va faire formuler à ses élèves les conclusions de chaque expérience, connaît les règles de la classe, etc. Donc pour moi, la formule la plus intéressante, c'est justement ce binôme animateur-enseignant. Sur la fréquence, quand on a des programmes pédagogiques d'une dizaine de séances, nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir quelque chose d'assez régulier, une séance par semaine. C'est une séance d'une heure, 1h30 à chaque fois. Et entre les séances, bien sûr, l'enseignant réinvestit tout le temps. Dans toutes les disciplines. En langue, alors en langue c'est extraordinaire parce qu'on apprend à travailler avec beaucoup de finesse la maîtrise de la langue, non seulement par du vocabulaire sensoriel, mais aussi en mettant des marques de la personne dans son discours. Par exemple, moi, quand dans des formations ou dans des séances, j'entends quelqu'un qui me dit « on sent de l'amertume », je reprends en mettant les bonnes marques de la personne, en disant pour moi, ce que j'ai perçu, c'est voilà, telle saveur, etc. Voilà, pour les questions pratiques. Très important pour la vie en société. De bien comprendre que ce qu'on sent, c'est pas ce que sent tout le monde. D'autres questions dans la salle? À part les classes du goût, que fait l'éducation nationale pour remplir son rôle en matière d'éducation alimentaire? Alors, ça, je vois pour qui est la question. Oui, j'ai essayé de vous montrer ce que fait l'éducation nationale. Elle fait que voulez-vous qu'elle fasse plus que des injonctions? Que voulez-vous qu'elle fasse de plus? Vous m'expliquez comment, en 24 heures, on fait plus. C'est tout. Moi, vous me démontrez comment on ne va pas perdre nos rangs à Pisa, à Pearls, autrement que ce qu'ont dit les collègues, ce qu'a dit Madame. C'est-à-dire que la seule chose qu'on puisse faire, c'est dire qu'effectivement, si les objectifs d'une classe du goût, et ce qu'elle a très bien démontré, contribuent à la formation de l'élève, c'est-à-dire au programme, vous l'avez très bien fait sur la maîtrise de la langue, on aurait pu le faire sur les SVT aussi, on peut le faire. Si vous nous démontrez que c'est 1h30 par semaine qui déduisent de l'heure et demie de français, de maths, c'est fini, c'est terminé. Ou alors, vous proposez au ministre de réécrire des programmes où on passerait de 6 heures de français à 4, de 4 heures de mathématiques à 2, et je peux vous dire que vous avez perdu. Vous avez perdu. Le seul moyen, c'est effectivement d'aller au-delà. Alors moi, ce qui me navre en entendant ça, mais c'est pour l'éducation au goût comme pour la main à la pâte, Fondation à la main à la pâte, Sherpak, ça fait 35 ans. Alors on n'est pas à 1%, on est à 4%. Ben voilà. Ben oui,
Oui. Comment, concrètement, on accompagne des enseignants pour le faire? Alors, deuxième suggestion, mais quand même, qu'il ne faut pas oublier non plus. Le temps scolaire d'un élève, c'est 24 heures par semaine. Le temps social, collectif de l'élève, c'est quand même beaucoup plus. Et moi, je regrette, alors je peux me permettre, je suis à la retraite, hein, je regrette beaucoup que le temps périscolaire, qui a créé de tels scandales quand M. Peillon a voulu changer les rythmes scolaires, sur lesquels on revient maintenant, ce temps périscolaire qui coûte la peau des fesses aux municipalités, n'ait pas pu être plus intelligemment investi, parce que vous avez raison de dire que vous préférez une éducation au goût où c'est l'enseignant. Ceci dit, ce serait pas si mal que ça déjà qu'il y ait une éducation au goût aussi dans le temps périscolaire plutôt que du macramé et ben oui, je veux dire aujourd'hui dans une famille le temps social de l'enfant il n'est pas de nos 6 heures par jour. Ouais. L'enfant est pris en charge collectivement beaucoup plus longtemps que 6 heures par jour. Parce que tout simplement, le temps de vie des parents est plus long. Donc, essayons, pour une fois dans ce pays, de réfléchir au temps global d'un enfant qui est élève 6 heures par jour et qui va, dans les disciplines, dans les apprentissages, participer à l'éducation au goût plus largement à l'éducation alimentaire et allons au-delà et surtout ce temps social de l'enfant où on lui fait faire des choses. Moi j'ai été en Voire et à Paris où c'est pas le pire de France. Enfin c'est abominable ce qu'on fait faire aux gamins. Ils s'ennuient profondément pendant le temps périscolaire et ça coûte très cher. Alors pourquoi pas faire travailler. Ben oui. Mais il y a un temps qui serait formidable, c'est le temps du repas. Non, on va en reparler. Là, on va en reparler. On va en reparler du temps du repas. Je vous signale d'ailleurs que le temps du repas, aujourd'hui, peut être très long, hein, puisque depuis les mesures Peillon, il est d'au moins, la pause méridienne, d'au moins 1h30. Donc un gamin de 4 ans, 6 ans, 8 ans, il ne met pas 1h30 pour déjeuner. Hein. Ça, je peux vous dire. Hein. Donc il y a un temps pour aller au-delà strictement du déjeuner. Mais moi, ce que je veux dire, je défends mon institution en disant ce que vous avez dit. N'imaginez pas qu'on va en faire beaucoup plus. Ce n'est pas matériellement possible. À un moment donné, il y a un principe de réalité dans un pays qui a choisi 6 heures par jour, qui a choisi la plupart du temps 4 fois 6 heures par jour, qui a choisi 35 semaines. Ouais. Ah oui. Alors bon, moi je suis d'accord, je suis à la retraite, je peux dire, il faut supprimer tout de suite demain 3 semaines de vacances. Tout de suite. Qui sont un temps mort, un temps perdu pour la plupart des gamins. Mais moi, je peux me permettre de le dire. Si j'étais ministre, je pourrais aussi me permettre de le dire. Simplement, 6 mois après, on me retirerait mon portefeuille ministériel parce que j'aurais mis 1 million d'enseignants dans la rue. Là, je pense que je vais vous passer la parole. Je pense que enfin, vous avez quand même déjà suggéré 2 pistes qui sont déjà qu'on voit déjà dans d'autres modèles éducatifs. Je pense au Japon en particulier, où effectivement l'éducation alimentaire est à la fois intégrée dans les différentes matières, puisqu'on peut faire de l'histoire, hein, de l'alimentation, de la géographie, des SVT. Et sans parler des maths, ou alors là, pour faire appliquer les recettes pour 4 personnes à 12, ou, etc., et calculer les volumes, enfin bref, c'est inépuisable. Et ça marche plutôt bien au Japon, à en croire, en tout cas par l'état de santé et l'état de corpulence de la population. Donc je pense qu'on peut avancer, puis on va parler bien sûr de ce qui se passe à table tout à l'heure. Mais alors, donc avant ça, je crois que tu voulais rajouter un petit point là-dessus. Alors, sur le périscolaire, justement, depuis la réforme des rythmes scolaires, il y a eu quand même pas mal d'initiatives pour introduire de l'éducation alimentaire ou de l'éducation au goût auprès des enfants. Mais là, je pointe encore une fois le problème de la formation. C'est un problème vraiment crucial. On a très peu d'animateurs qui sont quand même correctement formés. Et j'ai envie de dire que parfois on fait plus de dégâts qu'autre chose, hein, justement, quand on a des personnes qui sont
peu formés, qui ne savent pas mettre de côté leurs propres préjugés par rapport à l'alimentation. Et c'est pour ça aussi, je pense que les classes du goût ont du mal à complètement se développer. Je ne pense pas que ce soit souhaitable que 100% des enseignants fassent des classes du goût, justement. Je pense qu'il y a une composante individuelle qui est très très forte et il faut toujours avoir ça en tête et le problème de la formation. Voilà, c'est enfin votre tour. Donc, je me présente, je m'appelle Agnès Lemay, je suis responsable du programme Vivons Enfants, qui est un programme porté par les municipalités. Et justement, je voudrais vous répondre, dans le cadre des projets du fonds, dans le cadre des périscolaires, on a mis un programme en place pour donner du sens justement autour du bien bouger, bien manger, bien dormir, mais acceptable par les animateurs du périscolaire. Donc ça c'est fait, on touche à peu près 500 suivant les enfants montent, donc on n'est pas loin des 800 000 enfants touchés, puisqu'il y a 350 villes qui sont dans le programme. Et donc le fonds nous a soutenus pour mettre en place ces thématiques dans le cadre d'un module de cette semaine. Et c'est parfaitement acceptable et on forme nous-mêmes les animateurs pour donner du sens à cet résultat. Et ce programme qui est en marche depuis déjà, sous cette forme-là, à peu près 17 années, a vu les villes qui en faisaient partie, le surpoids et l'obésité baisser. Il y a une publication qui sortira cette année. Et au niveau de la transférabilité, j'ai ramené le document que le fonds nous a aidé à faire et qui est à la disposition de toutes les villes et bien sûr du fonds également. Mais après formation de tous les animateurs du périscolaire, et les villes sont contentes parce que comme il y a à chaque fois des outils parentaux qui retournent chez les parents, alors on n'a pas 100% de réussite, hein, on est bien d'accord, mais ça permet de participer petit pas par petit pas à ce changement. Mais le document, comme il a été, le fonds nous a très largement subventionné, il est à disposition, je l'ai ramené. Merci beaucoup pour ces précisions. Ce fonds français, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, vraiment. D'autres questions ?